7h51 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure tout de suite du journal de l'écho avec vous, Sylviane Bert, bonjour. Bonjour Elisabeth. Et l'on prend tout de suite la direction de l'Europe. On commence avec cette mauvaise nouvelle qui est donc tombée hier soir. L'agence Moody's a dégradé 6 pays européens et placé la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche sous perspective négative. Cela met forcément de nouveau la pression sur Paris. Et François Baroin a dit qu'il avait pris acte de la mauvaise nouvelle, une nouvelle qui tombe mal en pleine campagne électorale alors que Nicolas Sarkozy ne s'est toujours pas déclaré candidat. Cette mise sous perspective négative intervient au lendemain de l'approbation par le Parlement grec de nouvelles mesures d'austérité dans l'espoir de débloquer un deuxième programme d'aide et donc d'éviter à la Grèce la faillite en mars. Pour l'agence de notation, ce nouveau plan d'aide pèsera sur les finances de l'État. D'ailleurs, les derniers chiffres ont clairement montré que les garanties apportées par la France au Fonds européen de stabilité financière avaient creusé le déficit. Le FESF qui garde son triple A. Tout à fait. La nouveauté dans ces annonces, c'est que le Royaume-Uni maintenant est également menacé. Alors ça, c'est une nouveauté, mais officiellement en tout cas. Qui n'est pas nouvelle. Une nouveauté qui n'est pas nouvelle. On sait que les finances britanniques sont au plus mal, mais David Cameron a tout fait pour le faire oublier. Certes, alors stricto sensu, la Grande-Bretagne ne s'est pas engagée dans le sauvetage de la Grèce, mais l'Europe est son premier débouché économique et une récession en Europe est donc une très mauvaise nouvelle pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui n'est plus à l'abri, a affirmé David Cameron. En fait, elle ne l'a jamais été. Moody's a réduit d'un cran également les notes de l'Italie, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie et de Malte, et de 2 crans celle de l'Espagne. La conséquence directe, c'est que l'euro et le sterling ont baissé après ces annonces et on risque de voir la bourse ouvrir dans le rouge ce matin en Europe. On verra ça tout à l'heure à 9h, Sylviane. Le Portugal, en tout cas, attend avec impatience une réunion avec le FMI pour faire le point sur ses finances. Et de plus en plus d'observateurs disent que le Portugal a besoin d'un deuxième plan de sauvetage. Demain, des membres de la Troïka commenceront une revue de l'économie portugaise pour voir les progrès faits par Lisbonne depuis l'attribution du plan de sauvetage de 78 milliards d'euros en 2011. Lisbonne qui attend la nouvelle tranche d'aide de l'Union européenne de 15 milliards d'euros, alors que la pression sociale monte. Selon les analystes, le Portugal aurait besoin de 50 milliards d'euros supplémentaires. Alors avant de voir les réactions sur les marchés européens tout à l'heure, on va jeter un œil au marché asiatique. Ouais, je vous disais tout à l'heure que ça bouge pas mal ce matin et ça a de nouveau pas mal bougé. Vous allez voir, le Nikkei et le Hang Seng sont repassés dans le vert. Quant au Shanghai Composite et au Kospi, eux, ils sont dans le rouge. La Chine et l'Union européenne tentent depuis aujourd'hui et demain également on tienne aujourd'hui un sommet à Pékin, sommet dominé par la crise de la dette. La Chine a voulu rassurer, elle ne veut pas et n'est pas en mesure d'acheter l'Europe. En revanche, les entreprises chinoises ont multiplié ces derniers temps les acquisitions sur le vieux continent. Combien les Chinois ont-ils déjà investi en Europe et pourquoi un tel engouement pour ces investissements? Les explications de notre correspondant à Pékin, Joris Lieberman. C'est bien simple, les investissements des Chinois en Europe ont tout simplement doublé en 2011 pour passer à quelques 5 milliards d'euros, ce qui fait de la Chine maintenant le 3e plus gros investisseur en Europe, juste derrière les États-Unis et le Japon. Alors les compagnies chinoises ont majoritairement investi dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et aussi du luxe. Vous savez que la demande en produits de luxe en Chine est exponentielle et que le pays devrait devenir très prochainement le premier marché mondial du luxe. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Chine est forcée de faire fructifier cette immense réserve en devises étrangères qu'elle possède, plus de 2000 milliards d'euros, dont il faut absolument éviter qu'ils ne perdent de leur valeur. Et le futur président chinois est donc arrivé aux États-Unis pour un séjour d'une semaine. Tout à fait. L'objectif pour Xi Jinping, rencontrer Barack Obama et, je cite les médias chinois, faire connaissance. Il faut dire que M. Xi sera bientôt l'un des hommes les plus puissants de la planète. Il devrait succéder à l'automne à Hu Jintao à la tête de la 2e économie mondiale. Mais qui est Xi Jinping? Sait-on dans quelle direction il mènera l'économie chinoise? Est-il plutôt libéral, plutôt néo-maoïste? Karina Chabour s'est penchée sur le sujet. Tapis rouge pour Xi Jinping. Dans quelques mois, le vice-président chinois doit prendre les commandes de la 2e économie mondiale. Aujourd'hui, Washington lui réserve un accueil digne d'un chef d'État. Objectif, bien démarrer une relation avec un dirigeant dont les opinions restent mystérieuses. Pragmatique et prudent, Xi Jinping a su grimper un à un tous les échelons de la hiérarchie communiste.
Il bénéficie aussi des faveurs de l'armée. À 58 ans, il incarne la nouvelle génération de dirigeants chinois, la 5e depuis Mao, amené à jouer un rôle clé dans la modernisation du pays. Plus tourné vers l'extérieur que l'actuel dirigeant Hu Jintao, il serait favorable à l'économie de marché et ouvert à des réformes raisonnées. Pas sûr pour autant qu'il lâche du lest sur les dossiers qui fâchent, alors que pour la première fois depuis 2 ans, les exportations chinoises ont reculé de 0,5% en janvier, une plus grande ouverture du marché national et une réévaluation de la monnaie, le yuan, ne seront sans doute pas à l'ordre du jour de sa visite aux États-Unis. Et puis pour finir, une info qui ne rassurera pas les États-Unis, le budget chinois de la défense va doubler d'ici à 2015. Surpassera les dépenses cumulées dans le domaine de l'ensemble des autres puissances militaires de l'Asie-Pacifique. Le budget chinois de la défense, qui était de 120 milliards de dollars l'an dernier, atteindra les 240 milliards de dollars en 2015, soit une progression annuelle de 18,75%. Et cette tendance va se poursuivre à moins d'une catastrophe économique. Alors pour justifier ces dépenses, la Chine maintient que sa technologie militaire accuse 20 à 30 ans de retard sur celle des États-Unis et que la modernisation de son armée a pour unique but la défense du pays. Merci beaucoup Sylviane, c'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.